Bien, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Université permanente de Nantes de m'avoir invité à venir vous parler de rythme circadien, de chronobiologie, la biologie des rythmes et de l'horloge circadienne. C'est un sujet qui a préoccupé les scientifiques depuis pas mal de temps, mais qui a s'est considérablement accéléré au cours des 20 dernières années. On a fait énormément de progrès. Bon, je suis un peu désolé qu'on ne soit pas en présentiel, mais bon, c'est comme ça en ce moment, on se voit de loin. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre que dans chacune de vos cellules qui composent votre corps, vous avez une petite horloge qui dit à cette cellule ce qu'elle doit faire à chaque heure de la journée. Et on va voir un petit peu comment cela marche. Donc pour vous convaincre que cette petite horloge existe, eh ben, vous ai mis une petite vidéo. Ici, vous voyez des fleurs de haricots qui sont filmées en lumière constante, donc elles sont tout le temps éclairées, durant 48 heures. Mais ce qu'on voit sur le film, c'est que les feuilles, durant le jour, inscrits dans leur horloge, elles ouvrent leurs feuilles, et puis la nuit, elles les ferment, même si elles ne voient pas le jour et la nuit. Donc cette plante sait quand il fait jour et quand il fait nuit grâce à son horloge interne. En fait, il n'y a pas que les plantes qui savent faire ça, c'est tous les organismes vivants sont capables de faire ce genre de choses. Tous les organismes vivants ont la capacité de mesurer le temps. Et ceci depuis la plus petite bactérie jusqu'aux organismes les plus compliqués. C'est une obligation. Ceci est dû au fait que ces rythmes circadiens, bien sûr, sont liés à la rotation de la Terre sur elle-même. Rotation, pardon, qui fait que les organismes, en fait, vivent sur deux planètes. La planète jour, durant laquelle on a énormément de lumière, enfin, en général, on a de la lumière, en tout cas, il peut faire également très chaud. Et puis, on a la planète nuit, où la température baisse et où il n'y a plus de lumière. Et bien entendu, cette alternance jour-nuit est parfaitement stable. Elle bouge un petit peu au cours de l'histoire de la planète Terre, mais grosso modo, c'est parfaitement prévisible depuis toujours. Et donc, les organismes se sont adaptés en générant des rythmes circadiens. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment ça marche. Alors, le terme rythme circadien regroupe l'ensemble des processus biologiques cycliques d'une durée d'environ 24 heures. Ce terme a été inventé par ce monsieur ici, Franz Halberg, qui a appelé donc ces rythmes circadiens. Ça vient du latin circa diem, qui veut dire environ un jour. On voit que ces rythmes ne sont pas précisément de 24 heures, mais ils sont d'environ 24 heures. Et ces rythmes, évidemment, jouent un rôle fondamental sur notre vie, notre physiologie et notre santé. Donc, ils influent sur notre comportement, bien évidemment, les rythmes veille-sommeil, les cycles veille-sommeil, la prise de nourriture, un certain nombre d'activités sociales et également nos performances cognitives. Chacun sait bien que le soir, on est quelquefois plus fatigué que à certaines autres heures de la journée, et ceci est lié à ces rythmes circadiens. Ces rythmes influencent aussi notre physiologie. Pratiquement tous les aspects de notre physiologie sont impactés, le métabolisme, la température corporelle, la pression sanguine, la production d'hormones, la fonction cardiovasculaire et même les divisions cellulaires, puisqu'on sait maintenant que le cycle cellulaire est couplé au cycle circadien. Donc, dès lors, il n'est pas étonnant que ces troubles du rythme circadien soient associés, que des troubles du rythme circadien puissent être associés à des pathologies. Évidemment, on a tout ce qui touche à la troubles du sommeil, mais également troubles métaboliques et cardiovasculaires, cancer, altération des fonctions cognitives, humeur, troubles de l'humeur, dépression, anxiété, etc., chez les personnes âgées et également chez certaines pathologies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson.
Dès lors, il n'est pas étonnant que, en 2017, on ait accordé le prix Nobel de physiologie et de médecine à ces trois chercheurs que vous voyez ici, qui sont tous américains. Il y en a deux qui travaillent ensemble et un qui travaillait indépendamment. Et ils ont été récompensés pour leur découverte des mécanismes moléculaires contrôlant les rythmes circadiens. Et de manière surprenante pour la plupart des gens, ce prix Nobel a été accordé non pas pour des travaux chez l'homme ou les mammifères, mais pour des travaux réalisés chez la mouche drosophile, qui est un modèle maintenant très étudié en biologie pour disséquer un certain nombre de mécanismes moléculaires et comprendre à quoi servent nos gènes. Donc ces rythmes circadiens, ils représentent une adaptation biochimique, physiologique et comportementale aux oscillations liées à la rotation de la Terre. Ils permettent d'assurer la cohérence interne du fonctionnement des organismes. On va voir comment ça se passe, mais il est évident que votre organisme est composé de multiples organes et il faut que ces organes soient synchronisés d'une certaine manière pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi à n'importe quelle heure du jour. On va voir comment tout ça est contrôlé. Et puis, ça permet également d'anticiper les changements environnementaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire anticiper les changements environnementaux? Eh bien, si on regarde, par exemple, l'activité d'une mouche drosophile, donc on sait très bien mesurer l'activité des mouches drosophiles. La mouche drosophile, c'est la mouche du vinaigre. Hein. C'est ces petites mouches qui se développent quand vous avez des fruits un peu trop mûrs dans votre corbeille de fruits ou quand vous laissez une bouteille de vinaigre ouverte. Hein. Vous allez avoir des petites mouches qui apparaissent. C'est ça, la mouche drosophile. Les Anglais l'appellent fruit fly, la mouche des fruits. Donc, si on mesure l'activité de cette mouche durant un jour et puis une nuit, la nuit d'après et la nuit d'avant, ce qu'on voit, c'est que quand le jour se lève ou quand la nuit tombe, on n'a pas un changement brusque d'activité. On voit qu'on a ici une phase d'anticipation. Donc, pardon, excusez-moi. Ici, c'est l'activité et ici, c'est les heures du jour. Donc, on voit que petit à petit, quand on se rapproche de 9 heures, ben, la mouche, elle se réveille en fait avant que le jour n'arrive. Et puis après, durant le jour, bon, ben, elle a des activités à certaines heures. Et puis quand la nuit va arriver, ben, on voit aussi qu'il y a une anticipation à une activité qui est très forte en début de nuit et puis qui très vite va retomber. Ça, c'est grâce au fait que l'organisme de la mouche sait à l'avance qu'il va se passer quelque chose, qu'on va passer du jour à la nuit. Alors, c'est pas chez la mouche que c'est comme ça, c'est également chez nous, les hommes, Homo sapiens. Donc, vous avez ici les 24 heures du jour qui sont représentées. Ici, il est midi, ici, il est minuit. Là, il fait jour, là, il fait nuit. Et vous avez un certain nombre de paramètres qui varient chez nous en fonction des heures de la journée. On peut commencer, par exemple, ici, le matin. Le matin, tous les matins, vous avez le cortisol, qui est une hormone qui sert au stress, mais qui sert aussi également à recruter de l'énergie. C'est une hormone qui vous permet de recruter de l'énergie de manière très efficace. Donc, vers 6 heures du matin, vous avez un pic de cortisol qui va être suivi par une hausse de la pression sanguine qui va être très importante à cette heure-là. La mélatonine, qui est une hormone sécrétée par une petite glande qu'on a dans le cerveau, la sécrétion va s'arrêter. La lumière inhibe la sécrétion de mélatonine. Vous allez probablement aller aux toilettes. Votre intestin a été ralenti en début de nuit pour vous éviter d'avoir à vous lever pendant la nuit. Donc la nature est très bien faite, elle a prévu ça, elle a prévu que peut-être vous n'avez pas envie d'aller au milieu de la nuit dans la cabane au fond du jardin. Voilà. Il y a chez les hommes, pas chez les femmes, mais chez les hommes, on a un pic de testostérone. C'est souvent pour ça que les hommes, en tout cas les jeunes hommes, ceux qui sont gavés de testostérone, ont une érection matinale. À 10 heures, vous allez être dans votre état d'éveil maximum, etc. Là, vous allez peut-être manger. L'après-midi, on sait que c'est le moment où on a la meilleure coordination, les meilleurs réflexes et la meilleure efficacité musculaire, cardiovasculaire. Et puis après, va commencer la nuit, va tomber. C'est à ce moment-là, juste avant de vous coucher le soir, vous allez avoir une pression sanguine plus élevée que durant la journée. La température corporelle qui est basse le matin monte le soir, ça chacun peut le savoir. Et puis en début de nuit,
on va avoir le début de la sécrétion de la mélatonine. Donc tous ces paramètres-là, vous voyez, sont contrôlés par votre horloge. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une horloge biologique? C'est une notion qui a été définie par un Français, que vous voyez ici, Jean-Jacques Dortout de Méran. Il n'était pas spécialement intéressé par les rythmes, mais il était intéressé par les astres. Et puis, c'était également un mathématicien. Et puis, il était curieux de nature. Et donc, il s'intéressait à la sensitive, qui s'appelle en latin Mimosa pudica, et qui est une plante qui, vous le savez, ferme ses feuilles le soir et les ouvre en journée. Donc c'est représenté ici. Durant la journée, les feuilles sont ouvertes, s'exposent au soleil pour maximiser la photosynthèse. Et puis la nuit, la sensitive, comme beaucoup de plantes, peut-être que celles que vous avez dans votre appartement ou dans votre maison font ça, certaines d'entre elles, elles se ferment comme si elles se reposaient, quoi. Alors, Monsieur Dortout de Méran, il a eu la curiosité de mettre ces plantes dans un placard. Et il s'est aperçu que de manière surprenante, ce qui se passe dans le placard, ben, c'est la même chose que si les plantes étaient exposées au cycle jour-nuit. Quand il fait jour, les feuilles s'ouvrent, et quand il fait nuit dehors, ce que ne voit pas la sensitive, eh bien, elle ferme quand même ses feuilles. Et donc, à l'époque, Monsieur de Méran, il a écrit un petit article, ça se passe en 1729, petit article, il appelle ça Observation botanique, il décrit ce qu'il a vu, et puis il écrit cette phrase ici que je vous ai agrandie ici en plus gros, la sensitive sent donc le soleil sans le voir en aucune manière. Donc tout ça se passait en 1729, et une horloge biologique, c'est ça, c'est une horloge qui sait quand il fait, qui suit les rythmes du nuit-soleil, mais qui persiste quand on met, comme par exemple ici, on met la plante en obscurité constante et le rythme persiste. Ça veut dire que cette plante, elle a une horloge biologique interne qui est indépendante du cycle nuit-soleil. Alors après, ce qui s'est passé pendant un certain temps, ben, les gens ont trouvé ça intéressant, on ne savait pas comment l'étudier. Et puis en fait, c'est dans les années 60 que les choses se sont débloquées. Et ça a commencé avec cette expérience dont les plus anciens d'entre vous se rappelleront sans doute, expérience de Michel Siffre, qui était un scientifique un peu aventurier, un peu explorateur, curieux de nature. Il s'est demandé ce qu'il allait se passer s'il se laissait enfermer pendant 60 jours dans une grotte. Donc, vous voyez, là, il est enfermé. Il n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Il ne sait pas quand il fait jour et quand il fait nuit. Par contre, il a un téléphone et avec ce téléphone, il téléphone au moment où il va se coucher, où il va s'endormir. Et le matin, quand il se réveille, il téléphone encore pour dire je suis réveillé. Et on mesure ces cycles veille-sommeil durant les 40 jours. Donc chaque barre ici, c'est un jour. Ici, vous avez l'heure du jour dehors, hein, ce qu'il ne voit pas, et on voit qu'au début, il est actif durant la journée et puis il dort durant une partie de la nuit. Mais ce qu'on voit également très bien, c'est qu'au fur et à mesure que les jours passent, ces cycles veille-sommeil se décalent vers la droite, ce qui veut dire qu'en fait, il fait des journées qui sont plus longues que les 24 heures. Il faisait des journées de 24 heures et 30 minutes. Ces cycles sont de 24 heures et 30 minutes. Donc ça met en évidence clairement un rythme circadien endogène, hein, il ne voit pas ce qui se passe dehors, c'est quelque chose qui se passe dans son organisme, qui existe chez l'espèce humaine, comme on l'a vu tout à l'heure chez les plantes. Donc, en l'absence de signaux extérieurs, lumière, température, les rythmes circadiens sont totalement dépendants de notre horloge circadienne endogène. Michel Siffre a écrit un livre que vous voyez ici, Hors du temps, et il a écrit dans ce livre, Sous terre, sans repère, c'est le cerveau qui crée le temps, donc le cerveau crée son propre temps. On le voit ici quand il sort, il est sorti épuisé, il faisait très froid dans sa caverne, c'était très sombre, etc. Enfin, ça a été assez difficile pour lui et bon, en tout cas, cette expérience l'a fait connaître dans le monde entier. Dans le monde de la chronobiologie, Michel Siffre, c'est une star, hein, c'est quelqu'un que tout le monde connaît.
Alors cette expérience a été renouvelée à plusieurs reprises et de manière très scientifique par ce monsieur ici, Jürgen Aschoff, qui était un Allemand et qui a fait de très nombreuses expériences dans un bunker qu'il avait fait construire spécialement où il pouvait enfermer des gens qui n'avaient aucun stimuli extérieur, ils ne savaient pas quand il faisait jour, quand il faisait nuit, ils n'avaient pas d'horloge, ils n'avaient pas de montre, ils n'avaient pas de téléphone, mais il y avait quand même tout un tas de paramètres qui étaient mesurés et il y a eu énormément de monde qui sont passés par ce bunker d'Anders. Entre les années 64 et 89, il est passé plusieurs centaines de personnes à l'intérieur de ce bunker avec pour objectif de comprendre comment fonctionnaient ces rythmes circadiens et qu'est-ce qui se passait d'un point de vue physiologique. Donc là, on voit des enregistrements d'activité d'un certain nombre de sujets. On voit que tous ont un rythme. Donc ça, c'est un jour et puis un autre jour ici. Donc il y a 2 jours à chaque barre. Et puis comme d'habitude, chaque barre, c'est un jour. Donc on voit les cycles veille-sommeil pour tous ces individus. On voit que pratiquement tous ont un rythme de 24 heures qui se décale plutôt vers la droite, mais pas forcément. Celui-là, par exemple, se décale pas, celui-là ne se décale pas. Voilà. Donc ce travail a permis de très bien comprendre, de mieux comprendre ce qui se passait dans un organisme d'un point de vue physiologique au cours des cycles de 24 heures et qu'est-ce que l'horloge contrôlait, quels paramètres étaient contrôlés par l'horloge interne. Donc Jürgen Aschoff, c'est quelqu'un qui est également très connu, il est considéré un peu comme le père de la chronobiologie moderne. Je ne sais pas si vous lisez La Dépêche, probablement pas à Nantes, mais en tout cas, moi, dans La Dépêche, j'ai trouvé cet article il n'y a pas longtemps. Le 14 mars, il y avait cet article. Donc, c'est ces gens-là, les 15 personnes qui sont ici, qui vont faire une expérience de 40 jours en isolement dans une grotte. Donc, on aura les résultats, on verra ce qui s'est passé et ce qu'ils ont à nous dire quand ils sortiront. Donc là, je vous remontre un actogramme pour bien vous expliquer comment ça marche, un actogramme, parce que vous allez en voir pas mal après. Donc, c'est important que vous compreniez bien. En général, en haut, on met l'alternance jour-nuit. Donc là, il fait nuit, là, il fait jour. Là, c'est un actogramme un petit peu imaginaire de rats ou de souris. Les rats et les souris sont des animaux nocturnes, donc on voit qu'ils s'activent durant la nuit. Comment on mesure l'activité chez ces animaux? On leur met des roues dans les cages, des roues comme ça, et je ne sais pas si vous avez eu des petits rongeurs chez vous ou vos enfants. En tout cas, les rats, les souris, ça adore courir. Donc vous leur mettez des roues, ils vont courir dans la roue. Et tout ça peut être enregistré sur un ordinateur, et après, ça permet de montrer l'activité quand ils sont actifs et les périodes de sommeil quand ils ne sont pas actifs. Chez la plupart des animaux, alors dans ces actogrammes, souvent, on change les conditions de l'expérience en cours d'expérience. Donc là, par exemple, à partir du 6e jour, on va mettre l'animal toujours dans la nuit. Il fait toujours nuit pour lui. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que comme pour Michel Siffre, eh ben, il est là, c'est l'activité qu'on voit, c'est pas le sommeil. Il est actif, toujours avec un rythme d'environ 24 heures, mais on voit très bien que ça se décale tous les jours un petit peu vers la droite, ce qui veut dire que la période pour cet animal, la période de l'horloge est supérieure à 24 heures. Donc ça, c'est un véritable actogramme chez la souris. Comme je vous l'ai dit, les souris, ça adore courir dans les roues, pas sur les roues comme celle-là, mais dans les roues. Et là, ce qu'on voit, pareil, une expérience comme ça, bon, ben, pendant 7 jours ici, ils ont eu une alternance light, ça veut dire light, ça veut dire dark, hein, LD. Parce que tout ça est publié en anglais généralement. Et puis à partir du 7e jour, on le met en dark, donc il fait nuit tout le temps. On voit que donc c'est le rythme endogène qui s'exprime et on voit que l'activité, qui est traduite par ces petites barres ici, va se décaler vers la droite petit à petit, donc une période supérieure à 24 heures. Bon, c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est un autre exemple avec un animal qui est diurne. Celui-là, c'est le rat du Nil. Alors lui, il est actif le jour. C'est pas pour ça qu'il se décale vers la gauche. Hein, c'est juste que cet animal-là, il a une
période inférieure à 24 heures. Donc il est actif pendant le jour. La nuit, il dort avec juste des petites phases de réveil minuscules. Et on voit que chez cet animal, quand on le passe en DD, c'est-à-dire en nuit constante, eh ben, il se décale un petit peu vers la gauche. C'est son rythme endogène qui s'exprime, mais ce rythme a une période inférieure à 24 heures. Alors, on a pu, grâce à des tas d'expériences, mesurer la période moyenne de l'horloge circadienne chez l'homme avec différents types de systèmes. Il y a tout un tas de techniques qui permettent de faire ça. Là, je vous montre deux études. La première qui a été faite chez des sujets âgés en noir et des sujets jeunes en blanc. Ça, c'est le nombre de sujets ici. Et puis ça, c'est la distribution qu'on voit ici, la distribution de la période chez ces sujets-là. Alors, on voit qu'il y en a un petit peu qui ont une période de 23h,9, un petit peu qui ont une période de 24 heures pile, et la plupart des sujets ont une période un peu plus longue que 24 heures. Dans une autre expérience que l'on voit sur le graphe d'à côté, ici on voit que, pareil, des résultats tout à fait semblables. On a aussi une distribution qui donne une moyenne ici de 24,16. Là, on était à 24 heures,18, ce qui veut dire que dans l'espèce humaine, la période moyenne, elle est d'environ 24 heures, mais elle est légèrement supérieure à 24 heures. C'est-à-dire que si on mettait les gens en cycle nuit continu, en nuit-nuit continu, et bien petit à petit, ils se décaleraient vers la droite, comme on a vu tout à l'heure, pour Michel Siffre. Alors, comment ça marche tout ça? Alors, les mécanismes moléculaires qui ont permis de comprendre comment marche l'horloge interne, ils ont été découverts chez les insectes, comme je l'ai signalé tout à l'heure. En fait, avant les travaux qui ont permis à ces chercheurs d'avoir le prix Nobel, il y avait déjà eu quelques travaux, notamment de ce monsieur Augustin-Henri Forel, qui est un Suisse, qui n'a pas toujours très bonne réputation parce qu'il était eugéniste, mais enfin c'était quand même un grand scientifique. Et d'ailleurs, vous voyez, il a son billet, son image sur les billets de 1000 francs suisses, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas très souvent parce que les billets de 1000 francs suisses, on ne doit pas en voir tous les jours. Mais ce qu'il avait remarqué, ce monsieur, c'était que dans son chalet à la montagne, quand il faisait beau et qu'il prenait son petit déjeuner dehors, eh ben, il avait les abeilles qui arrivaient précisément à l'heure du petit déjeuner pour venir lécher la confiture sur ses tartines. Et puis il s'est aperçu que un jour où il faisait pas beau, qu'il avait fermé la fenêtre, donc les abeilles ne voyaient plus les tartines et ne pouvaient plus sentir l'odeur de la confiture, et ben les abeilles venaient quand même à la même heure pour essayer d'aller lécher la confiture des tartines. Ce qui veut dire que ces abeilles-là avaient probablement une horloge interne qui leur disait à cette heure-là, c'est le moment d'aller chez Monsieur Forel manger la confiture. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on a étudié tout ça en détail chez la mouche du vinaigre. Ces petites mouches ici, elles sont très faciles à élever. C'est pour ça qu'on les utilise beaucoup, notamment en génétique. L'élevage est facile, très bon marché, il suffit de mettre un petit peu de coton et de sucre ici pour les nourrir. Fécondité très importante, on a autant d'individus qu'on veut. Des cycles de vie très rapides, ce qui est intéressant quand on fait de la génétique, parce qu'on peut avoir de multiples générations en très peu de temps. Si vous voulez travailler chez l'homme, eh ben, vous avez une génération, c'est 30 ans, donc c'est évidemment moins rapide pour un chercheur. Il va avoir dans sa carrière peut-être 2 générations, pas plus là, on peut en voir en quantité. Facile à observer, au moins à l'extérieur, on voit facilement si les ailes sont plus longues, plus courtes, si les yeux sont blancs, s'ils sont rouges, etc., etc. Très résistante aux infections. On connaît parfaitement le génome de ces organismes qui ont 60% de gènes en commun avec nous. Ce qui veut dire que de nombreux gènes qui existent chez la drosophile vont être conservés chez l'homme et peut-être, même pour 60% d'entre eux, avoir des fonctions équivalentes. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Et puis, une autre chose qui est primordiale pour les généticiens, c'est qu'il y a de nombreux mutants disponibles. Donc, par exemple, on peut exposer les drosophiles à des rayons, et puis on va obtenir des mouches qui sont légèrement différentes, qui n'auront pas d'ailes, qui auront des yeux d'une autre couleur, qui auront le corps d'une autre couleur, et c'est très facile d'avoir des mutants. Alors, ces mouches ont été très étudiées, notamment par ces 2 chercheurs ici, qui sont extrêmement célèbres,
Konopka et Seymour Benzer, qui ont fait les premières expériences permettant d'identifier des gènes impliqués dans le fonctionnement de notre horloge. Donc ça, c'est le cycle de la vie des mouches. Vous avez des mâles, des femelles qui vont copuler, et puis la femelle va pondre des œufs qui vont se développer en petits embryons, larves de plus en plus grosses. Hein. C'est les petits vers que vous connaissez. Et puis au bout d'un moment, ces larves vont fabriquer une pupe, ils vont fabriquer une coquille et ils vont se métamorphoser en adultes. Et on sait que chez ces animaux, les, les adultes sortent de la pupe à peu près en même temps et préférentiellement le matin. Donc vous avez ici le nombre d'animaux qui sortent à chaque heure du jour sur un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour. Et on voit que les animaux sortent préférentiellement en début de journée. Donc c'est cette propriété qui a été utilisée par Konopka et Benzer pour identifier des gènes. Donc je vous l'ai dit, on peut facilement obtenir des mutants avec ces mouches en les exposant dans des petits tubes en verre comme ça à des agents mutagènes, en particulier cette substance ici qui permet de casser l'ADN qui va se réparer, mais qui va souvent se réparer mal, et on va avoir des mutations, donc des mutants. Des fois, ces mutations, on remarque rien, mais des fois, on voit que les mouches sont un petit peu différentes. Là, vous en avez tout un exemple de mutants. En fait, ça, c'est un t-shirt qui est commercialisé par une société et qui vous montre des vrais mutants de drosophiles qui ont tous des noms bizarres. Les généticiens s'amusent beaucoup avec les noms Cyclops, Storm, Hulk, Beast, Spider, etc. Donc tout ça, c'est des mutants. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces mouches, il y a quelque chose qui a changé par rapport aux mouches normales. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, Konopka et Benzer? Ils ont pris 2000 mouches qui avaient des rythmes normaux, et puis ils en ont exposé à des agents mutagènes dans l'espoir d'obtenir des mutants. Et quand ils ont fait cette expérience, la plupart des mouches, à peu près 2000 mouches, avaient des rythmes d'éclosion normaux, comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais ils ont repéré 3 mouches qui avaient des rythmes d'éclosion complètement altérés. Il y en avait qui sortaient n'importe quand, complètement arythmiques. Il y en avait qui sortaient le matin, mais avec des jours beaucoup plus courts. Vous voyez, 19 heures ici, le cycle dure 19 heures au lieu de 24 heures ici. Ou alors des cycles plus longs, ici 28 heures au lieu de 24 heures. Donc 3 mouches au rythme d'éclosion altéré. Ils se sont dit, ces mouches-là, elles ont quelque chose qui s'est passé, une mutation qui fait que leur comportement d'éclosion est altéré. Donc voilà comment on fait pour mesurer l'activité des mouches. On les met dans des petits tubes, comme ça, et puis on met ces petits tubes sur un portoir, et là il y a un rayon qui traverse, et chaque fois que la mouche va traverser le rayon, et ben ça va faire une petite barre sur l'écran de l'ordinateur, et c'est comme ça qu'on peut enregistrer l'activité de très nombreuses mouches simultanément sans trop se fatiguer. Donc après, ils ont regardé donc l'activité de ces mutants. Donc on voit les animaux normaux, 24 heures, des rythmes de 24 heures. Les mutants arythmiques, ils ont une activité complètement aléatoire à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Les mutants période courte, ça se passe sur 19 heures. Les mutants période longue, ça se passe sur 28 heures. Et alors, après, ils ont fait des expériences extrêmement compliquées que je ne vais pas vous expliquer dans le détail, mais ils ont croisé ces mouches et ils ont pu identifier une portion d'un chromosome, le chromosome X, qui est différent, qui serait responsable de ces comportements anormaux. Et ils ont appelé, donc ils ne savaient pas exactement sur le chromosome où ça se passait, mais ils ont délimité une portion du chromosome, ici, qu'ils ont appelé période. C'est l'emplacement où se trouve un gène sur un chromosome, ça s'appelle un locus, et puis les gènes, ils ont des noms, et comme c'était un gène qui affectait la longueur de la période du cycle, ils l'ont appelé période.
ça ne nous disait pas exactement ce que c'était que ce gène et comment il fonctionnait. C'est là que sont intervenus ces trois gentlemen qui ont eu le prix Nobel, donc, et ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est qu'ils ont caractérisé à fond ce gène période. Ils ont montré comment ce gène produisait une protéine. Vous savez que les gènes, on les écrit en italique et en petite et en minuscule, alors que les protéines qui sont produites par ces gènes, donc ce gène-là, quand il s'exprime, quand il est actif, il fabrique une protéine qui s'appelle période, mais période on l'écrit en grand, en majuscule, et souvent on met une abréviation. Donc PER, c'est la protéine produite par le gène période. Vous savez que les gènes ne font rien. Hein, les gènes, ils sont là dans l'ADN, mais s'ils ne sont pas activés, ils ne fabriquent pas de protéines. Or, c'est les protéines qui nous font fonctionner. Donc, c'est les protéines qui sont importantes pour la fonction des cellules. Donc, ils ont caractérisé ce gène, ils ont montré que période s'accumule durant la nuit et il disparaît durant le jour, il se dégrade durant le jour. Et puis, ils ont caractérisé deux autres gènes, un gène qu'ils appellent timeless, ça veut dire moins de temps, hein, c'est un autre gène horloge, et puis un autre gène qu'ils ont appelé clock, parce que c'est un gène d'horloge. Et ils ont montré comment ces gènes fonctionnaient. Alors je vous fais un petit rappel pour ceux qui ont oublié la structure de l'ADN. Donc l'ADN, c'est ce qui porte votre code génétique, votre génome, votre séquence génomique. À certaines périodes des cycles, les chromosomes se condensent, ils apparaissent comme ça, mais si on déroule, on a une double chaîne qui a été découverte par Watson et Crick, qui ont eu le prix Nobel pour cette découverte. Et en fait, cet ADN, il est composé de 4 molécules de base que l'on appelle des bases azotées, A, C, G, T, et c'est les séquences de ces bases qui vont déterminer les protéines qui vont être codées par les gènes. Alors dans l'ADN, vous avez deux parties principales. On a des régions qui codent, des régions qu'on appelle les régions codantes, qui vont coder pour des protéines. Par exemple, ici, on a le gène A qui va coder pour la protéine A. Ici, on a un autre gène, le gène B, qui va coder pour la protéine B. Entre ces régions codantes, on a des régions non codantes qui ne sont pas inutiles du tout, puisque c'est là qu'il y a on peut appeler ça comme des interrupteurs, sur lesquels d'autres protéines vont venir appuyer pour déclencher l'expression du gène, c'est-à-dire la synthèse de la protéine A ou la synthèse de la protéine B ici. Donc voilà. Dans notre ADN à nous, on n'a que 2% de l'ADN qui fabrique des protéines. Le reste ne fabrique pas de protéines. Donc ce qu'ils ont montré, ces gens-là, c'est qu'ils ont découvert donc des gènes qui contrôlent l'horloge, et ils ont découvert qu'il y en avait essentiellement 4, en tout cas chez la drosophile, avec des éléments positifs qui sont codés par cycle et clock, vont fabriquer des protéines qu'on appelle cycle et clock. Ces protéines-là, elles vont venir appuyer sur des interrupteurs qui sont devant les gènes période et timeless et qui vont provoquer la fabrication des protéines période et timeless, cette fois-ci avec des majuscules. Donc voilà, on fabrique, ces deux gènes-là vont stimuler l'expression de ces gènes-là, et donc on se retrouve avec des protéines période et time qui travaillent ensemble, elles s'associent plus ou moins, et quand elles sont comme ça associées, elles vont venir dégrader les protéines clock et cycle. Donc ici on a des éléments positifs, ici on a des éléments négatifs, et tout ça fluctue avec un cycle de 24 heures, et ce cycle, donc environ 24 heures. Donc ça, c'est le principe de votre horloge biologique. Là, on est chez la drosophile, mais si on regarde ce qui se passe chez les mammifères, c'est à peu près la même chose. On a également des éléments ici chez la souris. Nous, on est très voisins de la souris, on a les mêmes gènes. On a des gènes qui sont équivalents à ceux-là, des gènes qui sont équivalents à ceux-là. C'est juste un petit peu plus compliqué ici. On a un gène plus important qui s'appelle B-mal1. Mais en gros, on a pareil une alternance d'expression de protéines qui vont jouer un rôle positif
et d'autres qui vont jouer un rôle négatif, et tout ça avec un cycle de 24 heures. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Alors maintenant, la question c'est où se trouvent ces horloges? Et donc chez l'homme, enfin chez les mammifères, on avait déjà un certain nombre d'idées qui indiquaient, d'expériences qui indiquaient que l'horloge centrale est située dans le cerveau. Et en fait, on sait maintenant très exactement où elle est située. Elle est située dans un noyau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Pourquoi suprachiasmatique? Parce que vous savez que les yeux, la rétine projette dans le cerveau, mais la rétine gauche projette dans le cerveau droit et la rétine droite projette dans le cerveau gauche. Donc, il y a un endroit où ces nerfs optiques se croisent et juste au-dessus de ces nerfs optiques, il y a deux petites structures minuscules qui constituent le noyau suprachiasmatique. Vous avez ici une autre image, la rétine, les fibres qui vont aller ici dans le noyau géniculé ou corps genouillé. Et puis ici, ça se croise encore. Mais au passage, ça envoie un certain nombre de projections dans deux petites structures, c'est celle que l'on voit ici, le noyau suprachiasmatique. C'est là que se trouve votre horloge principale. Comment on le sait? Je vais vous montrer ça dans un instant. Là, je vous montre des coupes chez l'homme, chez la souris, pour vous montrer où sont ces noyaux suprachiasmatiques. Donc là, on aurait le chiasma optique. Et puis ça, c'est des coupes transversales. Et puis ici, vous avez des petits noyaux de rien du tout. C'est des petites structures. Ici, vous avez une coupe un peu plus grossie avec, on a coloré les cellules individuellement. Et donc, on sait que on a chez l'homme 10 000 neurones de chaque côté qui constituent ce noyau suprachiasmatique où se trouvent les horloges biologiques. Donc là, on est chez l'homme. L'homme est caractérisé par son énorme cortex. Chez la souris, le cortex est beaucoup moins développé. Ça, c'est un cortex à 3 couches. Ça, c'est un cortex à 6 couches. C'est ça qui nous permet de développer des fonctions cognitives supérieures. Alors, comment on sait que c'est là que se trouve l'horloge? Eh bien, on reprend là, c'est des souris. Elles sont actives la nuit, on le voit ici. On les met en nuit-nuit. On voit que ça se décale un petit peu, mais le rythme de 24 heures est parfaitement conservé. On fait des lésions des noyaux suprachiasmatiques, ça on sait très bien faire chez la souris. On descend des petits électrodes et on détruit avec de l'électricité, on détruit les petites structures, les noyaux suprachiasmatiques. La souris ne sent rien, le cerveau est indolore, elle est anesthésiée, elle ne sent rien du tout. Et on voit que du coup, la souris, elle devient complètement arythmique. Elle a son activité complètement désorganisée. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette expérience, qui est une expérience très célèbre, fondatrice, publiée dans l'excellent journal Science? Ils ont greffé à cette souris des noyaux suprachiasmatiques qu'ils avaient pris sur un sourisson. Et ce que l'on voit, c'est que ça restaure la rythmicité. Ce qui veut dire que ces noyaux suprachiasmatiques fétaux, ils avaient en eux-mêmes tous les composants moléculaires de l'horloge. Donc voilà les images. Ici, c'est la lésion, donc c'est du tissu qui est coagulé, qui ne ressemble plus à grand-chose. Et puis là, juste au-dessus, ils ont mis leur greffon et on restaure la rythmicité de cette manière. Donc ça, c'est des coupes qu'on fait. On fait des coupes avec des appareils qui permettent de faire des coupes fines. On les met sur des petites lames et on les regarde au microscope. Alors ça, c'est une expérience qui nous indique que dans les noyaux suprachiasmatiques, on a une horloge qui suffit à rétablir des rythmes quand on a détruit ces noyaux. Ensuite, la question, c'était que font ces gènes dans cette structure? Et donc là, on a une autre expérience absolument magnifique que je vais vous expliquer. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas vraiment. Ça, c'est un travail japonais. Donc, ils ont pris les souris, ils ont disséqué le cerveau. Avec ce cerveau, ils ont fait des coupes un petit peu épaisses dans lesquelles on a ici le noyau suprachiasmatique. Ils ont mis ces coupes dans une petite boîte avec un liquide qui permet à ces coupes de survivre pendant un certain temps. Et puis, ils ont pu regarder ces coupes qui sont dans leur petite boîte ici avec un petit peu de liquide, grâce à des microscopes extrêmement sophistiqués
extrêmement sensible. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, ils ont fait une souris transgénique, et cette souris transgénique, elle va exprimer le gène période en même temps qu'un gène qui code pour de la fluorescence. Toutes les cellules que vous voyez ici qui sont vertes, ce sont les cellules qui expriment le gène période, mais elles expriment en même temps de la fluorescence. Je vais vous réexpliquer ça un petit peu plus tard. Et donc, quand on regarde les résultats d'enregistrement qu'on fait, donc on fait des photos à intervalles réguliers. Donc là, on a un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour. Le film est en train de passer plusieurs fois, et vous voyez ici que on a une expression de la fluorescence, c'est-à-dire du gène période, qui respecte parfaitement les cycles de 24 heures. Toutes ces courbes-là, ce sont les cellules individuelles qui expriment la fluorescence sous le contrôle du gène période. Donc cette expérience nous montre que dans les cellules qui composent le noyau suprachiasmatique, le gène période oscille avec une périodicité quasi parfaite de 24 heures. Donc ceci étant dit, donc on a une horloge qui permet de faire des rythmes d'à peu près 24 heures. On a vu que tout le monde n'a pas des rythmes exactement de 24 heures. Il y en a qui en ont des rythmes un peu plus longs, la période est un peu plus longue, d'autres, la période est un peu plus courte. C'est ce qu'on a vu dans l'expérience avec Michel Sif. Tous les jours, il se décalait un peu plus tard, et quand il est sorti de sa grotte le 17 septembre, il croyait qu'il était le 20 août, parce qu'il faisait des journées de 24h30. Donc il s'est trompé dans son évaluation. Alors la question, c'est comment ces horloges sont remises à l'heure de façon à ce que ça serait pas commode si on vivait avec des horloges qui fonctionnent comme ça. Donc il faut qu'il y ait un mécanisme qui tous les jours dise à l'horloge l'heure exacte. Et c'est très précisément ce que fait la lumière. Alors comment on sait que c'est la lumière qui resynchronise les rythmes biologiques endogènes? Toujours pareil, on prend une petite souris, on la met en régime jour-nuit. Là, on voit qu'elle s'active la nuit, comme d'habitude, un petit peu en journée aussi, ici, des petits traits comme ça. Après, on la met en nuit-nuit. Donc, on voit que les rythmes se décalent vers la gauche. Cette souris a une période inférieure à 24 heures. Et puis, pour resynchroniser la souris à l'heure normale, on allume la lumière, on la remet en jour-nuit. Et vous voyez que très vite, ici, très vite, ça se recale comme au départ. Ce qui veut dire que la lumière à elle seule suffit à recaler les rythmes biologiques endogènes avec les rythmes jour-nuit liés à la rotation de la Terre. Alors comment ça marche de manière un peu plus précise? Eh bien, ça marche grâce à certaines cellules que l'on a au fond de l'œil. Donc là, vous avez un œil avec ici le cristallin, ici l'humeur vitrée, et puis ici tout autour, vous avez la rétine qui porte les cellules sensibles aux couleurs et à la lumière. Et quand on regarde cette petite couche ici, donc c'est une couche très très fine qu'on a au fond de l'œil, quand on regarde ça de près, on voit que c'est très organisé, il y a plusieurs couches de cellules. Ici, au fond de la rétine, vous avez les cellules qu'on appelle des cônes et des bâtonnets. Ces cellules-là, c'est les cellules qui vous permettent de voir les couleurs. Donc dans ces cellules, il y a des pigments qui vont être sensibles à la lumière verte, sensibles à la lumière rouge ou sensibles à la lumière bleue, et qui vous permettent, ces cellules envoient des signaux au cerveau, et le cerveau processe tout ça et vous donne une image de la réalité avec les couleurs que nous percevons. D'accord ? Alors on a cru pendant longtemps que c'était ces cellules. Alors ça c'était les cônes, pardon, j'ai oublié les bâtonnets. Les bâtonnets, c'est aussi des cellules qui sont sensibles, mais ce sont des cellules qui sont très utilisées la nuit. C'est pour voir la vision nocturne. Alors chez nous, c'est pas très développé. Elles utilisent un pigment spécial qui s'appelle la rhodopsine. Il y en a qu'un pigment comme ça, la rhodopsine. Donc au début, on croyait que c'était ces cellules-là qu'on connaît depuis longtemps qui allaient être responsables du rétablissement de rythme quand on rallume la lumière, comme dans l'expérience précédente. Mais pas du tout. C'est pas ces cellules-là. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres cellules
qui jouent un rôle très important dans ce phénomène. C'est les cellules qui sont ici, qui sont marquées en jaune, que l'on appelle les cellules ganglionnaires. Elles fabriquent un pigment sensible à la lumière qui s'appelle la mélanopsine. Et ce pigment-là, il est sensible essentiellement à de la lumière bleue. Donc ces cellules à mélanopsine sont excitées par la lumière. Comment on le voit? On le voit, on peut prendre ces cellules, des rétines, on les met en culture dans des petites boîtes, et puis on les met dans le noir, et puis tout d'un coup on allume la lumière. Et les biologistes qui sont très inventifs, ils ont inventé des techniques qui permettent de savoir si dans une cellule on a beaucoup de calcium ou pas beaucoup de calcium. Or, le calcium, c'est ce qu'on appelle un second messager, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui donne un signal à la cellule pour qu'elle fasse une activité quelconque. Et on voit très bien ici que quand on allume la lumière, eh bien, on a la concentration en calcium qui augmente. C'est codé en pseudo-couleur. Alors, c'est de la fluorescence qu'on est capable de mesurer dans chaque cellule de manière très fine. Donc, on sait que ces cellules à mélanopsine sont excitées par la lumière, et grâce à des expériences comme ça, on va être capable de voir quel type de lumière excite les cellules à mélanopsine. Donc tout ça, ça se passe dans cette couche-là. Ces cellules-là, elles projettent dans le cerveau. On le sait, donc là vous avez une coupe qui a été colorée avec différentes couleurs. Là c'est l'icône ici. En bleu, c'est l'ADN, donc c'est le noyau de toutes les cellules. Et puis ici, en rouge, c'est une cellule ganglionnaire à mélanopsine qui a été remplie avec un colorant. Donc on peut voir ces projections. Et si on suit les projections ici vers le nerf olfactif, ces connexions nous mènent dans le noyau suprachiasmatique où on a notre horloge interne. Et donc c'est cette connexion ici qui va permettre de recaler l'horloge tous les jours grâce à la lumière. Alors, les chercheurs ont regardé également quelles étaient les longueurs d'onde qui permettaient, auxquelles les cellules ganglionnaires à mélanopsine étaient le plus sensibles. Ils ont trouvé que la longueur d'onde maximale pour exciter ces cellules, c'est 480 nanomètres. Donc, on est dans la lumière bleue. C'est la lumière bleue. Vous savez que le spectre de lumière, on peut le décomposer en fonction des longueurs d'onde. Nous, on voit du blanc parce que toutes les couleurs sont mélangées, mais on peut décomposer grâce à des filtres toutes ces longueurs d'onde. Là, on est dans les longueurs d'onde courtes, la lumière bleue, après la lumière verte, le jaune, le rouge. Et donc, les cellules qui sont ici, elles sont sensibles essentiellement à la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est pas n'importe quelle lumière, c'est la lumière qui est particulièrement représentée le matin et le soir. Donc, notre rétine que l'on croyait composée essentiellement de cellules comme des cônes et des bâtonnets qui servaient à former des images, eh bien on sait maintenant qu'il y a une autre couche de cellules qui est très importante, qui ne sert pas à former des images, mais qui sert à sentir la lumière et à contrôler nos horloges internes. Donc, comme je vous le disais, la lumière bleue, c'est la lumière de l'aube, c'est également du crépuscule. Il y a dans cette lumière-là, il y a des longueurs d'onde, plutôt dans le bleu que dans les autres couleurs. Alors, depuis, il s'est encore passé pas mal de choses. On a découvert que on avait une horloge essentielle, une horloge centrale dans le noyau suprachiasmatique, mais depuis, on a découvert qu'on avait des horloges dans toutes les cellules. Toutes les cellules de notre organisme ont une horloge. Alors, pour vous expliquer ça, il faut que je fasse encore un petit détour pour vous parler de ces trois chercheurs qui ont eu le prix Nobel en 2008 pour la découverte et le développement de la protéine de fluorescence verte, qu'on appelle GFP, ça veut dire Glial Fibrillary Protein, non, Green Fluorescent Protein, pardon, et voilà, vous avez sa structure ici, et cette protéine de fluorescence verte, elle a été découverte chez une méduse. Quand vous éclairez cette méduse avec certaines longueurs d'onde, vous voyez qu'elle fluoresce en vert. Alors ça a été une découverte très importante, parce que la plupart, on connaît plein de composés fluorescents qu'on utilise en biologie, mais la plupart de ces composés sont toxiques pour les cellules. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser ça pour des
chez des organismes vivants parce que vous allez tout simplement tuer les cellules et faire mourir les trucs. Cette GFP, elle est très bien supportée par les cellules, donc on peut fabriquer des animaux qui vont être fluorescents grâce au génie génétique. Donc ça a été fait de manière très courante. Comment on fait pour faire ça? Vous voulez savoir où s'exprime ce gène période, ici, le gène père. Où est-ce qu'il s'exprime? Eh bien, derrière la séquence qui code pour la protéine période, vous allez mettre la séquence de la GFP qui va coder pour la protéine GFP. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans les cellules qui vont exprimer le gène période, vous allez avoir de la fluorescence. Et donc, vous allez savoir très exactement où s'exprime ce gène. Alors, si vous mettez de la GFP derrière un gène qui s'exprime que dans quelques cellules, seules ces cellules-là vont s'éclairer quand vous allez rechercher la fluorescence. Mais si vous les mettez derrière un gène qui s'exprime dans toutes les cellules, eh bien, vous pouvez fabriquer des animaux qui vont être entièrement fluorescents. Donc, ces manipulations-là, on appelle ça un gène rapporteur, c'est-à-dire un gène qui rapporte, qui va vous dire, bah, c'est là que ton gène s'exprime, mon garçon, c'est là qu'on voit la fluorescence, ça veut dire que ton gène, il s'exprime dans cette cellule-là. Hein, voilà. Donc, on a fait ça avec des gènes qu'on appelle ubiquistes, qui sont partout. Hein, si on fait ça, ben on peut faire des lapins fluorescents, des souris fluorescentes, des poissons fluorescents, des grenouilles fluorescentes, grâce à cette protéine qui ne tue pas les organismes vivants. Alors on a fait ça, évidemment, chez la drosophile. On a fabriqué des drosophiles dans lesquels on a mis de la fluorescence derrière le gène période. Et on peut voir donc que ben, si on regarde la fluorescence chez des animaux entiers qui sont vivants, hein, eh bien, et qu'on mesure cette fluorescence, parce qu'on peut toujours mesurer avec des microscopes et des systèmes de quantification, on peut toujours mesurer l'intensité de la fluorescence. Ici, on a gardé les mouches pendant un certain temps et on mesure la fluorescence dans la tête au cours de cycles, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, ainsi pendant 10 jours. Et ce que l'on voit, c'est que dans la tête, ici, ben, la fluorescence, elle fluctue avec un rythme de 24 heures. Si on éteint la lumière, hop, l'activité cesse pendant le moment où la lumière est éteinte. Et si on remet la lumière, bon, ça ne fluctue pas très bien. Il faut vous dire que la mouche, là, elle commence à être fatiguée depuis le temps qu'elle est là. Mais on voit qu'on rétablit le rythme. Le thorax, pareil, dans le thorax, hop, on a des rythmes de 24 heures. On éteint la lumière, ces rythmes s'estompent. On rallume la lumière, on rétablit les rythmes. Pareil pour l'abdomen ici, je ne vais pas recommencer l'explication. Pareil dans la tête, là ils ont regardé différentes périodes, les antennes. On a aussi des rythmes dans les antennes, ça s'estompe, ça revient. Dans la trompe qui sert aux mouches à lécher tout ce qu'elles aiment bien. Pareil, on retrouve la même chose dans les pattes, dans les ailes. On a des rythmes également, vous voyez, très très puissants de 24 heures qui sont excités par la lumière, puisque dès qu'on éteint la lumière, ces rythmes disparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez la mouche, toutes les cellules ont une horloge et elles sont toutes sensibles à la lumière. Alors évidemment, nous, chez la mouche, ça se comprend. Une mouche, c'est petit, c'est vaguement transparent, et donc on comprend que les cellules puissent être excitées directement par la lumière. Mais chez nous, organismes de 50 à 150 kilos, évidemment, ça marche pas. Il y a des cellules dans notre organisme qui ne voient jamais la lumière. Donc, il faut qu'il y ait un système qui vienne indiquer à ces cellules quelle heure il est. Donc, on a refait encore plein d'expériences. Là, vous avez ici un très, très joli travail qui a d'ailleurs été fait en partie en France, où on a fait des animaux transgéniques, encore une fois, c'est une souris dans laquelle on a mis la GFP, la fluorescence, derrière le gène période, et on a pris des cellules de peau de cette souris, on les a mises en culture, et on regarde ce qui se passe en culture pendant un certain nombre de jours. Donc le film va passer plusieurs fois, je le remets au début. Non, ben là, il est pas. Là, vous avez l'heure qui est indiquée. Donc là, on commence une nouvelle journée. Vous voyez que la fluorescence diminue. Hop. Et puis, la fluorescence va réaugmenter. Et puis, de nouveau, elle va rediminuer. Et puis, de nouveau, elle va réaugmenter au cours du 3e jour.
Donc là, c'est de la peau, hein, c'est pas du tout du noyau suprachiasmatique. Hein. Donc on voit que les cellules de peau, elles expriment le gène période avec un rythme de 24 heures. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette expérience, c'est que ce que l'on voit très clairement, c'est que quand les cellules se divisent, comme je crois celle-ci se divise, voilà, elle se divise, et bien les deux cellules filles gardent le même rythme que la cellule mère. Vous voyez, c'est assez extraordinaire, je trouve, la puissance des expériences qu'on peut faire en biologie maintenant. Hop, une cellule s'est divisée, les deux cellules filles ici, qui gardent le rythme endogène de la maman. Donc, on a fait cette expérience avec de la peau, on pourrait la faire avec d'autres cellules et montrer la même chose, que le gène période s'exprime avec un rythme de 24 heures et que les cellules, quand elles se divisent, vous savez qu'il y a beaucoup de divisions dans l'organisme, eh bien, elles conservent ce rythme. Donc ça, c'était une découverte vraiment intéressante. Voilà. Donc, on a des cellules dans notre organisme, en tout cas chez la souris, c'est pareil chez nous, je vous rassure, on pourrait faire la même expérience avec des fibroblastes humains, il n'y aurait pas de problème, des cellules de peau humaine, on aurait la même chose. Ce qui veut dire que dans toutes nos cellules, on a une petite horloge qui fonctionne avec le gène période, avec clock, avec timeless, etc. Depuis, on a découvert qu'on avait de multiples horloges périphériques. On a l'horloge centrale ici dans le noyau suprachiasmatique. L'horloge est recalée à la bonne heure tous les jours grâce à les lumières et aux cellules ganglionnaires à mélanopsine. Mais cette cellule, elle envoie également des signaux, ces cellules-là, cette horloge, elle envoie des signaux à tout l'organisme pour remettre à l'heure tout un tas d'horloges que nous avons dans tous nos organes, donc dans les poumons, dans le cœur, dans le foie, dans l'intestin, dans les muscles, même dans le gras, dans les cellules graisseuses. Vous avez votre petite horloge qui dit aux cellules graisseuses quelle heure il est et qu'est-ce qu'elles doivent faire. Alors, comment ça marche tout ça Non, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je veux dire, pour l'instant, j'ai à vous parler de cette étude ici. Ce que cette étude a montré, c'est, là, on voit qu'on a des horloges un petit peu partout. Est-ce que dans ces organes, les gènes s'expriment avec une rythmicité particulière? Et là, on arrive à cet article qui est un article extrêmement important, qui a également été publié dans le journal Science. C'est un travail considérable international dans lequel ils ont montré que 80% des gènes chez le macaque, je vous rappelle que le macaque c'est un primate, donc extrêmement proche de l'homme, sont exprimés de manière rythmique. Comment ils ont fait ça? Ils ont sacrifié des macaques à intervalles réguliers. Ils ont prélevé les organes à différentes heures du jour. Et donc ici, vous avez tous les organes qui ont été prélevés. Tout ça, c'est du cerveau, tout ça, c'est du cœur. Ça, c'est différentes parties de l'intestin, des cellules graisseuses, etc., de l'os, et voilà, donc différentes régions du cerveau, différentes régions de l'œil. Et ils ont regardé quand est-ce que les gènes s'expriment dans ces structures, et on le voit ici, on voit qu'à certaines heures, il y a des nuages de gènes qui s'expriment. Alors j'ai fait une diapo un petit peu plus grande pour que vous voyez mieux. Donc ce que ça représente les 24 heures du jour ici. Ici c'est 0 heure, ici c'est 12 heures, là c'est 24 heures. Et là tout ce qui est en bleu ici c'est du cerveau, donc différentes régions du cerveau, notamment ici notre noyau suprachiasmatique. Et on voit qu'il y a un certain nombre de gènes dans cette structure-là qui s'expriment à une seule heure du jour. Il y a un nuage de points à ce niveau-là. Ça, c'est une structure qui est juste à côté du noyau suprachiasmatique, le noyau paraventriculaire, où on a aussi des gènes qui s'expriment à certaines heures. Ça, c'est une structure qui s'appelle le putamen, où il y a expression ici à deux périodes différentes de la journée. Et toujours pareil, 80% des gènes s'expriment à des périodes tout à fait précises. Donc, s'expriment de manière rythmique et tissu spécifique. La période n'est pas la même dans tous les organes. Vous voyez ici, par exemple, en vert, c'est du système digestif avec différentes régions du cerveau, de l'intestin. Et on voit aussi des poignées de gènes qui s'expriment à certaines heures plutôt qu'à d'autres. Ça, c'est du cœur. Voilà, donc ce que ça veut dire, ça veut dire que dans les tissus, 80% des gènes sont exprimés de manière rythmique et l'expression de ces gènes est contrôlée
par les horloges endogènes qui sont dans nos cellules, dans toutes nos cellules. Alors, comment ces cellules sont-elles tenues au courant de l'heure qu'il est exactement? Eh bien, grâce à la physiologie, qui est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve toute cette histoire absolument fascinante et les découvertes qui ont été faites dans les 20 dernières années sont absolument extraordinaires. Elles sont évidemment liées aux progrès techniques considérables qui ont été faits en génétique et en microscopie. Donc ça, c'est une illustration que j'ai tirée du Figaro, mais qui est excellente. Elle résume très bien ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. On a dans la rétine des photorécepteurs qui sont sensibles à l'intensité de la lumière. Ces cellules envoient un signal électrique par le biais des nerfs optiques au niveau du noyau suprachiasmatique. Ici, c'est le 3, qui est l'horloge centrale. Cette horloge centrale est elle-même reliée par un système assez complexe à une autre structure du cerveau que l'on appelle la pinéale et qui fabrique la mélatonine. Vous avez sûrement entendu parler de la mélatonine et c'est cette mélatonine qui va, avec le cortisol, donner l'heure à nos cellules. Donc toutes les cellules contiennent des gènes horloges et contiennent une horloge. Et la mélatonine va servir avec d'autres hormones, notamment le cortisol, deux hormones très importantes, à remettre les horloges à l'heure, exactement comme la lumière remet à l'heure les horloges du noyau suprachiasmatique. Donc la glande pinéale, elle intéresse les gens depuis longtemps. Descartes en a beaucoup parlé. Descartes en avait fait le siège de l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle est au milieu du cerveau, et puis parce qu'il croyait que c'était une structure qui n'existait qu'à un seul exemplaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de symétrie bilatérale. En fait, la pinéale a quand même une petite symétrie bilatérale, même si elle est pile poil au milieu. Donc ces glandes pinéales, on l'a quelquefois nommée le troisième œil, parce qu'elle voit la lumière, car elle est connectée au noyau suprachiasmatique qui lui-même reçoit la lumière par le biais des cellules à mélanopsie. Si on regarde sur un cerveau en place, c'est le petit point rouge qui est ici, en arrière du cerveau. Voilà, la pinéale, elle est là. Cette pinéale, elle est caractérisée par le fait qu'elle sécrète une hormone que vous connaissez tous, qui est la mélatonine. La mélatonine qu'on appelle quelquefois l'hormone du sommeil, et c'est en fait un petit peu abusif parce qu'elle ne fait pas réellement dormir. Il y a des gens qui croient qu'en prenant de la mélatonine, ça va les faire dormir. Excusez-moi, j'ouvre ma fenêtre. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. En tout cas, cette mélatonine, elle a la propriété d'être chez tous les animaux chez lesquels elle a été trouvée. Elle est sécrétée la nuit. Donc là, c'est le jour, la mélatonine baisse. La nuit, hop, la mélatonine monte, la mélatonine baisse, la mélatonine monte, etc., etc. Avec un rythme, encore ici, c'est les heures, 6 heures du matin, 6 heures du soir, 6 heures du matin, etc. Donc, elle est sécrétée par la glande pinéale exclusivement durant la nuit. Pourquoi? Parce que sa sécrétion est inhibée par la lumière du jour, et en particulier par la lumière bleue que l'on a vue dans les cellules, qui est la lumière qui excite les cellules à mélanopsie. Donc la lumière, quand il fait jour, elle va exciter le noyau suprachiasmatique. Après, il y a un schéma un petit peu complexe, il y a des projections qui les relient directement, enfin indirectement justement la glande pinéale au noyau suprachiasmatique. En tout cas, il y a un signal qui arrive qui va couper la sécrétion de mélatonine durant la journée. On éteint la lumière, hop, ça fait synthétiser la mélatonine la nuit. Synthétiser, non, libérer la mélatonine la nuit, donc on la voit circuler dans le sang la nuit. Et comme je vous l'ai déjà dit, la mélatonine participe avec le cortisol à la synchronisation de nos horloges périphériques. Donc, vous avez l'horloge centrale ici, qui va libérer de la mélatonine. Notamment, elle va agir au niveau de la cortico-surrénale, qui va fabriquer, lui, du cortisol. Et ce cortisol, avec la mélatonine, va aller envoyer des signaux hormonaux
à toutes ces horloges ici pour leur dire quelle heure du jour il est ou quelle heure de la nuit il est. Donc ces mécanismes sont très importants parce qu'ils participent à tout un tas de phénomènes physiologiques qui sont extrêmement complexes dans votre organisme. Vous avez bien conscience que votre organisme, c'est une machine hyper sophistiquée d'une complexité absolue. Donc, en particulier, ces rythmes vont réguler la glycémie, vont réguler l'appétit. La mélatonine a également des propriétés antioxydantes, c'est pour ça que les gens en prennent parce qu'elle est antioxydante. La mélatonine agit également sur le système immunitaire et on sait également que le cycle cellulaire, c'est-à-dire le cycle qui est mis en jeu lorsque les cellules se divisent et qu'elles répliquent leur ADN, qu'elles se divisent, etc. Ça s'appelle le cycle cellulaire. Eh bien, le cycle cellulaire est interconnecté avec les horloges, les cycles de nos horloges. Donc, on a également une régulation du cycle cellulaire par le biais de la mélatonine et du cortisol. Alors évidemment, il y a des cas où on est dérangé, on est déréglé. C'est le cas des décalages horaires. Donc tous ceux qui ont pris l'avion pour aller en Chine ou en Amérique savent que à l'arrivée, on n'est pas vraiment frais. Et puis, il y en a qui sont également très sensibles au changement d'heure, ce qui s'est produit dimanche. Dimanche, on est passé à l'heure d'été. Donc, en avril, on avance les aiguilles, nous dit le chat. En octobre, on recule les aiguilles, nous dit le chat. C'est un moyen mnémotechnique très clair. Donc, ce petit changement ici d'une heure, on dit à votre organisme, aujourd'hui, il n'est pas 8 heures du matin, il est 7 heures du matin, alors que hier, il était 8 heures du matin à ce moment-là. Ça le dérange, votre organisme. En tout cas, moi, ça m'a dérangé pendant 2-3 jours. Et évidemment, ça dérange beaucoup moins que des longs voyages comme ça. Moi, pendant plusieurs années, j'ai été professeur à Taïwan. Et donc, 2 fois par an, pour aller faire mes cours, je prenais l'avion et je me retrouvais le matin, je prenais l'avion le soir à Paris, je me retrouvais le matin à Taipei avec une horloge moléculaire qui était en retard de 7 heures sur l'heure de Paris, ou l'heure à laquelle elle aurait dû être à Taipei. Mon horloge est toujours à l'heure de Paris, alors j'étais à Taipei. Dans l'autre sens, c'est pareil, il faut retarder l'horloge de 7 heures quand on fait le voyage Taipei-Paris. Et évidemment, ça n'est pas facile. Tous ceux qui ont fait des voyages comme ça savent que c'est plus facile d'aller vers l'Est que de voyager vers l'Ouest. Plus difficile, pardon. C'est plus difficile de retarder son horloge que de l'avancer. Donc le décalage horaire, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qu'on appelle un désalignement circadien, c'est-à-dire que votre horloge centrale qui est soumise à la lumière, elle a une certaine heure, mais vos horloges périphériques et vos horloges périphériques, par contre, ne sont pas à l'heure appropriée au lieu où vous êtes et à la lumière du jour. Donc, vous passez d'une situation où tous vos organes et votre horloge principale agissent en bon penseur, une situation harmonieuse, qu'on appelle la symphonie. Et puis, quand vous êtes à l'autre bout de la Chine, vous vous retrouvez avec une situation cacophonique où toutes vos horloges sont déréglées. Et ceux qui ont expérimenté ça savent que ça entraîne de la somnolence, ça entraîne de l'irritabilité, on est confus, on ne sait pas où on a quelquefois des nausées, des maux de tête, de la concentration. Ça, c'est des choses que moi, j'ai vraiment ressenti à de nombreuses reprises. Donc pour ceux qui voyagent, si jamais on peut reprendre les voyages un jour, on peut donner des conseils aux voyageurs en fonction de ce qu'on a appris. Quand on voyage vers l'Est, il est recommandé de s'exposer à la lumière du matin pour avancer votre horloge, pour la mettre en phase avec la nouvelle heure. À l'inverse, quand on voyage vers l'Ouest, il est recommandé de s'exposer à des lumières fortes le soir pour retarder votre horloge. Et puis on peut essayer la mélatonine, mais encore une fois, la mélatonine, ça marche pas chez tout le monde. C'est pas l'arme absolue. Voilà. Donc on connaît également, quand ces rythmes sont perturbés, on connaît un certain nombre
de phénomènes qui sont liés à ces troubles du rythme circadien, comme la somnolence, les troubles du sommeil, les troubles métaboliques et cardiovasculaires. On a une altération des fonctions cognitives. On peut éprouver de la dépression, de l'anxiété, etc., en particulier chez les personnes âgées qui ont beaucoup de troubles du sommeil, donc des troubles du rythme circadien. On a également des problèmes chez les parkinsoniens, et puis on sait que les troubles du rythme circadien, ça favorise les cancers, ça c'est maintenant clairement établi. Alors, on a vu que l'horloge centrale, elle était essentiellement sensible à la lumière. La lumière qui donc est un agent exogène qui recale nos horloges. Mais on sait également qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer sur les horloges, c'est notamment la prise alimentaire et les comportements sociaux. Donc vous avez des horloges un petit peu partout dans votre organisme et vous en avez en particulier dans tous les tissus qui sont importants pour le métabolisme, la digestion, etc. Le foie, le muscle, le tissu adipeux, le pancréas, l'intestin, l'estomac, etc. Et ce que l'on sait également, c'est que la prise de nourriture, et notamment de nourriture grasse, et notamment de nourriture grasse le soir ou la nuit, ça peut contribuer à dérégler vos horloges. C'est-à-dire que l'horloge qui est dans le système digestif, au lieu de se caler sur l'heure que lui indique le système de nourriture suprachiasmatique, eh ben, elle va se caler sur l'heure à laquelle vous avez pris votre hamburger si vous le prenez à 2 heures du matin. Donc, c'est très déconseillé de manger des aliments gras la nuit. Des alignements des horloges centrales et des horloges périphériques par la prise de nourriture abondante à des heures inappropriées. Alors ça, c'est un sujet, la chronoalimentation, c'est un sujet qui est extrêmement étudié à l'heure actuelle suite aux découvertes qui ont été faites de ces multiples horloges dans l'organisme. On se demande comment on peut utiliser ça pour améliorer la santé des citoyens. De ces études, il ressort que il faut éviter de manger le soir et la nuit. Ça veut dire qu'il faut prendre tous ces repas en moins de 12 heures et ceci apporte de nombreux bénéfices. Donc si vous prenez votre petit déjeuner à 7 heures, eh ben, ça veut dire que vous prenez votre repas du soir à 7 heures et pas plus tard et vous allez ainsi améliorer la qualité de votre sommeil, l'efficacité métabolique de ce que vous mangez, votre santé cardiovasculaire va être améliorée et vous allez perdre du poids. Donc il y a eu de nombreuses expériences qui ont été faites. Ici, par exemple, c'est une expérience qui a été faite sur des gens, des cohortes de gens, qui ont accepté de se contraindre à manger après une certaine heure, tard le soir, ou au contraire à manger plutôt le soir. Et au bout de cette période, donc là on a 21 semaines de traitement, donc 21 semaines, ça correspond à 5 mois, 5 mois de ce régime. Vous voyez que ceux qui ont mangé tôt prennent moins de poids que ceux qui ont mangé tard. C'est très net. Et cette amélioration sur la prise de poids, elle correspond en fait également à une amélioration de l'efficacité métabolique et de votre santé cardiovasculaire. Et en même temps, vous allez mieux dormir parce que chacun sait bien qu'après un gros repas le soir, on ne dort pas très bien. Moi, j'ai des bouffées de chaleur et ça ne me convient pas du tout. Donc ça, c'est ce qui est recommandé à l'heure actuelle par les gens qui sont les scientifiques, qui sont assez d'accord avec ça. Donc là, c'est la nuit. Là, c'est le jour. Donc, en début de nuit, vous allez dîner et la synthèse de la littérature montre que si on avance l'heure du dîner, on va améliorer la tolérance au glucose. Vous allez mieux utiliser les glucoses, vous serez moins sujet à des risques de diabète. Au contraire, si vous retardez l'heure du dîner et que vous mangez juste avant de vous mettre au lit, eh ben, vous allez influencer sur vos horloges internes et c'est pas très bon. Après, vous vous levez, à 9 heures, craque petit déjeuner. Il ne faut pas éliminer le petit déjeuner. Quand on élimine le petit déjeuner, ça favorise l'obésité.
Donc, petit déjeuner indispensable. Vous vous souvenez peut-être de ce dicton qui dit que au petit déjeuner, il faut manger comme un roi, à midi, il faut manger comme un prince, et le soir, il faut manger comme un pauvre. Ce dicton est tout à fait vrai. C'est ce qui est recommandé maintenant par les nutritionnistes. Donc, petit déjeuner copieux. Ensuite, déjeuner 3 à 4 heures après le petit déjeuner et le dîner le soir, mais à peu près 12 heures après le petit déjeuner. Si vous retardez l'heure du dîner, vous allez favoriser la prise de poids et vous allez affecter notamment le fonctionnement de votre microbiote. D'accord? Donc, essayez de prendre tous vos repas en moins de 12 heures et même peut-être même en moins de 9 heures. Et là, vous allez favoriser, optimiser les rythmes de vos horloges. On sait également qu'il y a des liens étroits entre horloge et sommeil. On sait qu'il y a des sujets qui n'ont pas de problème de sommeil. On sait qu'il y a des sujets du soir, donc c'est des sujets qui, moi par exemple, je suis du soir, j'ai du mal à aller au lit, je me couche pas très tôt et du coup, le matin, des fois, je me traîne un peu. Par contre, les sujets du matin, ils sont en avance sur les cycles jour-nuit et ils peuvent avoir également des petits soucis, en particulier chez les personnes âgées. Ça, je vous montre ici cette carte. Cette carte vous montre donc la pollution lumineuse. Il n'y a plus un seul endroit ou très peu d'endroits maintenant sur Terre où il fait vraiment nuit la nuit, ce qui pose un petit problème, notamment aux animaux. Nous, évidemment, on a toujours la possibilité de s'enfermer dans notre chambre et d'éteindre la lumière, mais chez les animaux, c'est très dérangeant d'avoir de la lumière à longueur de temps. Et donc, il y a pas mal moi j'ai des collègues qui se battent pour qu'on supprime les éclairages dans certains endroits pour ne pas perturber les animaux. Ça, c'est un article du Monde de l'année dernière, il y a environ un an, qui dit qui rapporte une étude scientifique dans laquelle on voit que le temps de sommeil moyen des Français est passé en dessous de 7 heures par nuit. On dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Et ça, c'est dû aux écrans et c'est dû au bruit. Le bruit aussi est un problème très gênant. Et je m'étonne que le gouvernement ne fasse pas plus attention à ces motos qui pétaradent à longueur de temps, alors qu'il y a des lois qui devraient limiter le bruit de leur pot d'échappement. Mais bon, c'est comme ça. Donc on sait que ces rythmes de sommeil sont particulièrement affectés chez certains adultes, mais surtout chez les adolescents. La physiologie des adolescents, c'est un petit peu différent de la physiologie d'un adulte. Ils ont tendance, leur période est plus longue que 24 heures. Donc ces adolescents, ils ont déjà une période qui est naturellement plus longue que 24 heures, mais en plus, c'est peut-être associé à une surexposition à des... je suis en train de faire un commentaire sur... non, je me suis trompé de diapo. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont atteintes d'un trouble qui s'appelle le syndrome de retard de phase du sommeil, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas au moment où il faudrait qu'ils dorment. 0,5% des adultes, beaucoup d'adolescents. Oui, si c'est ça. Les adolescents, ils ont naturellement un cycle qui est plus long. Et en plus de ça, ils ont un mode de vie, tendance à se coucher tard, écran tard le soir, télévision tard le soir, jeux vidéo tard le soir. Ça favorise les syndromes de retard du sommeil. Si ça se répète et que ça prend beaucoup d'ampleur, on peut avoir des troubles nerveux avec apparition d'anxiété, de phobie scolaire, on ne veut plus aller à l'école, etc., etc. Tendance à l'isolement et conflit avec les rythmes scolaires. Ils sont obligés de se lever pour aller à l'école et donc du coup, ils dorment pas assez. Résultat, ils dorment sur leur bureau pendant les cours. J'ai fait un cours à un collège à côté de chez moi, là, il y en avait 2 qui dormaient sur leur bureau. Donc il faut savoir que quand vous utilisez des ordinateurs
en particulier les ordinateurs qui fonctionnent avec des LED ou des écrans de télé avec des LED ou des lampes LED, eh bien, vous allez essentiellement vous exposer à de la lumière bleue. Ces lampes, donc je vous ai dit tout à l'heure que les cellules à mélanopsine sont très sensibles à la lumière bleue. Vous avez déjà vu cette image ici, 480 nanomètres. Si vous regardez la lumière émise par une lampe LED blanche, eh bien, elle a un pic magnifique au niveau de 470 nanomètres, 480 nanomètres, c'est-à-dire pile poil dans les longueurs d'onde qui vont exciter les cellules à mélanopsine. Donc, si vous vous exposez à des lumières comme ça le soir, eh bien, vous vous surexposez à de la lumière bleue. Et vous voyez que c'est considérable. La lumière bleue des LED active 70 fois plus les récepteurs photosensibles non visuels de la rétine que la lumière blanche d'une lampe fluorescente de même intensité. Ça veut dire que cette lampe-là, elle va activer 70 fois plus vos cellules à mélanopsine. Elle envoie donc le message d'une exposition massive à la lumière directement transmise au noyau suprachiasmatique. C'est-à-dire qu'au moment même où vous devriez éteindre, couper l'excitation de vos noyaux suprachiasmatiques, vous allez envoyer un contre-signal et vous allez avoir une suppression de la sécrétion de mélatonine au moment même où vous devez sécréter de la mélatonine. D'accord? Donc attention aux écrans, autant pour vous que pour vos enfants, vos petits-enfants. Pas trop d'écran le soir, il faut laisser un intervalle de manière optimale de 3 heures entre l'arrêt des écrans et la recherche du sommeil. Donc, bonne hygiène de sommeil, se coucher à une heure raisonnable, éviter de dîner trop tard et de manger la nuit, ça je l'ai déjà dit, ça c'est vraiment un facteur perturbant pour la nuit qui va suivre, mais également pour votre santé de manière plus générale. Le sport, c'est pareil, quand vous faites du sport, vous allez sécréter du cortisol. Or, le pic de cortisol, c'est le matin qu'il se produit. C'est pas le soir. Quand vous faites du sport de manière intensive, vous avez le cortisol qui monte. Donc le sport, vous en faites l'après-midi, quand les muscles répondent bien, etc., que vos réflexes sont excellents, mais vous en faites pas le soir. Évitez les écrans avant de dormir, je l'ai déjà dit. Dormir dans le noir et au calme, ça c'est une évidence. Et évitez donc alors si vous vous endormez pas tout de suite, une des solutions, ça consiste à se relever, s'exposer, lire un petit peu avec des lumières, mais pas des lumières LED, bien sûr, pas de lumières riches en bleu ou des lumières de forte intensité. Voilà. Alors les rythmes biologiques, ils sont très solides chez les jeunes et malheureusement, au fil de la vie, ils se ratatinent un petit peu. Il n'y a pas que le vieillissement qui les font se ratatiner, il y a l'éclairage nocturne. Vous allez sécréter moins de mélatonine, donc ça veut dire que vos gènes vont être moins stimulés par la mélatonine sécrétée par la pinéale, et donc vous allez avoir une amplitude qui va se réduire. Pareil pour les régimes riches en graisse, il va y avoir compétition entre l'horloge centrale et des horloges périphériques qui peuvent éventuellement prendre le pas sur les horloges centrales quand vous leur envoyez des signaux trop forts. Si vous prenez un rat, qui est un animal nocturne, mais que vous le nourrissez que de jour, eh bien, il va devenir un rat diurne. Et son horloge va fonctionner avec un contre-rythme d'environ 12 heures. Et ça, c'est pas bon pour lui parce qu'il n'a pas été sélectionné génétiquement pour ça. Les cancers, j'en ai déjà parlé, ça va ratatiner vos rythmes. Vous allez avoir des rythmes qui vont devenir moins solides que quand vous êtes en bonne santé et jeune. Donc avec le temps, les horloges se ramollissent. C'est comme dans les montres molles de Salvador Dali. On le sait très bien, ça a été étudié en détail. Donc on voit ici en bleu les courbes chez les jeunes avec des rythmes bien solides. Chez les vieux, ces rythmes sont moins bons, donc ça joue sur tout un tas de paramètres, la température, la sécrétion de mélatonine, le glucose dans le sang, le cortisol, l'excitabilité du noyau suprachiasmatique. On voit que quand on vieillit, les amplitudes sont moins importantes. Non seulement les amplitudes sont moins importantes, mais chez certains sujets, vous pouvez avoir un déplacement du pic qui s'avance par rapport à ce qu'il était autrefois. Bon, mais ça, on peut rien y faire. Le vieillissement, c'est le vieillissement. Dernier point,
Je crois que c'est le dernier, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le dernier. On sait maintenant qu'il y a un lien entre la perturbation des rythmes et le cancer. Vous avez peut-être entendu parler du CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, donc qui est basé à Lyon, et c'est lui qui classifie les substances cancérigènes ou des situations propres à provoquer des cancers. Et on sait maintenant que le travail posté est classé comme cancérigène probable. Donc il y a une classification, 2A ça veut dire cancérigène probable, 2B ça veut dire cancérigène certain. Il y a eu de nombreuses études qui montrent, alors c'est des études sur des grands nombres de personnes et c'est évidemment pas tout le monde, hein, mais ce qu'on voit c'est que la proportion de gens qui ont des cancers du sein, des cancers de la prostate, des cancers de poumon ou encore des cancers du côlon augmente chez les travailleurs postés et ce risque augmente avec la durée du travail posté. Donc travail posté d'accord, mais pas trop longtemps dans la vie. Alors on a également des risques de cancer qui sont augmentés chez, cette fois-ci c'est pas des gens qui font du travail posté, mais c'est des gens qui mangent tard. Donc ça c'est une étude extrêmement ambitieuse hein, qui a été faite sur 40 000 personnes, environ 20 000 femmes, 20 000 hommes. Et on a fait des questionnaires à ces gens-là, on leur a demandé à quel âge ils mangeaient, à quelle heure ils dînent le soir, et ce que l'on voit, c'est que après 9h30, on a une petite augmentation, enfin une augmentation, elle est petite, mais elle est significative, statistiquement significative, des rythmes du cancer du sein chez la femme et chez les hommes, encore plus significatif de l'augmentation des risques du cancer de la prostate. Donc, la recommandation, c'est vraiment, hein, à toutes les périodes de la vie, de ne pas manger trop tard le soir. Ça c'est, je pense que c'est la dernière diapo, celle-ci. Donc ça, vous avez ici les gènes de l'horloge, dont je vous ai parlé, et ici vous avez le cycle cellulaire. Et on sait qu'un certain nombre de molécules. Alors, cycle cellulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cycle cellulaire est découpé en différentes phases. Donc, vous avez ici la phase S, c'est la synthèse de l'ADN. Votre ADN va être dupliqué, vous allez fabriquer une chaîne complémentaire d'ADN, c'est ce qu'on appelle la phase G2. Ensuite, vous allez avoir la mitose, c'est ce qu'on appelle la phase M. Et puis après, vous allez avoir une phase intermitose, ce qu'on appelle la phase G1. Donc, ce cycle cellulaire met en jeu un certain nombre de molécules que l'on connaît très bien, qui ont été disséquées en détail, qui sont altérées dans les cas de cancer, dont le cycle est altéré dans les situations cancéreuses, et un certain nombre de ces molécules interagissent avec les gènes de l'horloge. Donc, si on dérègle trop les gènes ici, on va avoir un conflit entre ces deux horloges, conflit entre l'horloge et le cycle cellulaire. C'est ce qui peut se passer quand on dérègle le cycle cellulaire avec du travail posté, par exemple, ou qu'on va dérégler nos horloges et on va favoriser le dérèglement du cycle et l'apparition de cancer. Alors, il est en train de se développer dans le monde entier. Il y a énormément de travail qui se fait sur la médecine circadienne, c'est-à-dire une meilleure prise en compte de tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire le respect des rythmes endogènes qui sont présents dans chacun de vos cellules. Et on a déjà des applications, par exemple, les opérations du cœur qui se faisaient l'après-midi, le matin, pardon, code de bonne heure, les chirurgiens ils aiment bien opérer le matin, maintenant on les fait plutôt l'après-midi, parce que l'on sait qu'on a moins de complications si on le fait l'après-midi. On sait également qu'il faut prêter une attention particulière aux médicaments et les prendre à des horaires précis. Et je pense que dans les années à venir, vous allez avoir de plus en plus d'informations détaillées sur l'heure à laquelle vous devez prendre tel ou tel médicament qui va correspondre au mieux à l'heure à laquelle l'organe qui est ciblé par ce médicament fonctionne. Hein. Donc, il ne faut pas mettre en conflit le médicament avec le rythme de l'organe que l'on cible avec ce médicament. Dans les traitements anticancéreux, évidemment, on va prendre beaucoup mieux
en compte les horloges qu'on ne le fait jusqu'à présent. Alors ce type de médecine peut avoir des rôles importants, notamment dans comment dire, les pathologies de fonctions cognitives, les troubles de la dépression et les troubles du sommeil. Tout ça est très, très étudié à l'heure actuelle. On essaye de trouver des protocoles qui vont être bénéfiques pour améliorer chez les sujets qui ont des troubles du cycle circadien un certain nombre de fonctions cognitives. On sait très bien que les troubles du sommeil, c'est lié également à la dépression, à l'anxiété, parce qu'une fois on dort pas, on est là, on est dans son lit, on cogite, et tout ça n'est pas très bon. Donc, ces recherches qui ont été, vous l'avez vu, débutées chez la drosophile, finalement aboutissent à des découvertes tout à fait considérables sur la santé humaine et sur des améliorations des traitements de certaines pathologies. Voilà. Alors bon, vous avez vu mon message aujourd'hui, c'est qu'on a des horloges à peu près partout. Ces horloges sont synchronisées par la lumière du jour qui entraîne la sécrétion de mélatonine et de cortisol à certaines heures, et ces deux hormones vont aller synchroniser toutes les horloges périphériques. Et vous avez des puissants désynchronisateurs, je l'ai déjà dit, le travail de nuit, mais j'insiste, la lumière bleue en excès le soir, ou un mauvais rythme alimentaire, ça peut contribuer à désynchroniser vos horloges et donc avoir des effets sur notamment l'apparition du diabète. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il est prévu que vous puissiez poser des questions par le biais de mails, et je serai heureux d'y répondre si je le peux, à condition que vos questions n'entraînent pas l'écriture d'un chapitre entier de livre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié la conférence.